Bonjour à tous et bienvenue sur ce live sur la situation maraîchage du MOOC agroécologie. Alors, un live un peu particulier puisque j'ai remplacé au pied levé le professeur de Montpellier Supagro Stéphane de Tourdonnet, notre animateur vedette du MOOC. Donc c'est moi aujourd'hui qui vais lui poser les questions et on va rentrer donc dans cette situation maraîchage directement. Donc c'est Bernard Milan qui a posé des questions sur les leviers d'action et il y a 3 questions dans la discussion. Donc les exemples présentés pour l'agroécologie en maraîchage sont très intéressants mais malgré tout limités à des cas assez spécifiques et touchant surtout des systèmes tropicaux. Dans nos conditions de production et en climat tempéré ou méditerranéen, a-t-on des exemples aussi probants? Il me semble que les crotalaires ou tagettes testés en France contre les nématodes sur légumes ne semblent pas apporter un plus par rapport à l'enfouissement d'un engrais vert classique. Stéphane, à toi la parole. Merci. Alors, Julien, quand même, je te présente en 2 mots puisque tu ne l'as pas fait. Donc, Julien est notre community manager, celui qui suit tous vos échanges sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur les forums et qui nous les fait remonter. Donc, merci de t'être prêté au jeu de cette animation. Donc effectivement, alors une question intéressante. Alors c'est clair que le MOOC est limité à certains cas spécifiques. On a voulu traiter en un petit nombre d'heures pour vous des thèmes qui sont extrêmement vastes comme l'agroécologie en maraîchage. Donc on ne peut pas tout mettre. Ceci dit, il y a quand même des choses autour des climats tempérés méditerranéens. La petite vidéo par exemple de l'agriculteur faisant la lutte biologique sous serre, on est bien dans ce cadre-là, ou aussi peut-être dans une des sections pour aller plus loin. Vous savez, on a mis une petite vidéo là d'un ouvrage de Dominique Soltner, enfin d'une vidéo en fait de Dominique Soltner sur maraîchage sans travail du sol, qui relève effectivement de cette approche agroécologique en maraîchage dans des climats tempérés ou méditerranéens. Donc on va pas pouvoir tout mettre, on n'a pas pu tout mettre bien sûr dans le MOOC, mais quelque chose qui est important aussi, c'est de dire dans les rubriques pour aller plus loin, et vous savez que cette séquence maraîchage a notamment été construite à partir de ressources déjà existantes, dont l'une qui s'appelle EcoHort, et sur lesquelles vous pouvez cliquer à partir des liens qui vous sont mis sur le MOOC. Et là, vous avez accès à des ressources permettant d'aller beaucoup plus à fond et de décrire d'autres exemples tropicaux, mais aussi des exemples tempérés. Et par rapport à la question aussi sur la lutte contre les nématodes avec les crotalaires ou les tagettes, dans cette ressource en ligne, vous verrez notamment des travaux sur l'utilisation de piments en association pour lutter contre les parasites du sol, contre les nématodes et d'autres pathogènes du sol, qui est fait notamment par les collègues de l'INRA d'Avignon, de l'unité d'éco-développement, et de l'INRA d'Alenia, de l'unité expérimentale d'Alenia près de Perpignan. Donc qui sont effectivement des résultats intéressants. Vous dire aussi que voilà, on est à la première session du MOOC, on va améliorer le MOOC, l'enrichir petit à petit, et que notamment sur cette expérience d'Alenia par exemple, on sait que dans d'autres sessions du MOOC, on l'intégrera dans cette étude de cas sur le maraîchage, parce qu'il y a des résultats intéressants, mais qui n'étaient pas tout à fait aboutis au moment de la construction du MOOC pour qu'on puisse l'intégrer dans cette session. Je rajoute juste une chose aussi, mais ça on le verra dans la séquence suivante, nous vous proposerons aussi à la suite du MOOC d'avoir accès à d'autres ressources complémentaires à travers une plateforme. Donc là on en a discuté encore tout à l'heure avec Julien et Sarah, et c'est quelque chose qui est en construction et qui vous permettra effectivement d'aller plus loin par rapport à ces questions que vous posez. Donc il enchaîne sur une deuxième question. Pourquoi ne pas avoir au moins évoqué tous les travaux en cours sur les stimulateurs de défense naturelle? Les agriculteurs sont abondamment sollicités pour acheter ou tester cette gamme de produits dont, au passage, l'homologation semble beaucoup plus facile que les pesticides. Les résultats de ces produits semblent bons au labo, mais mauvais en culture réelle. Pourquoi ? Et n'y a-t-il pas un grand décalage entre l'efficacité théorique de ces leviers et les résultats sur le terrain? Oui, très bonne question et très bonne remarque, effectivement, de ce décalage qu'il peut y avoir entre
une idée qui peut être extrêmement séduisante et puis une réalité sur le terrain qui parfois n'est pas à la hauteur des espérances. C'est pour ça qu'on a aussi construit cette séquence autour d'études de cas pour dire, voilà, quand on met en œuvre concrètement sur le terrain, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des effets qu'on n'a pas attendus qui sont observés, etc., etc. Donc sur les stimulateurs de défense naturelle, c'est vrai qu'on les a pas encore inclus. Là aussi, le MOOC est évolutif et sera peut-être inclus dans une session ultérieure. On ne l'a pas fait en particulier parce que à la fois il y a beaucoup d'espoir et je pense que c'est effectivement une approche très intéressante que de dire, plutôt que d'apporter des pesticides ou d'autres substances, comment stimuler réellement les défenses naturelles des plantes. Mais il y a beaucoup de recherches, il commence à y avoir des recherches qui sont menées là-dessus et effectivement pour l'instant on n'a pas beaucoup d'évidence, que ce soit du point de vue de la pratique ou de compréhension du point de vue de la recherche, de comment la compréhension de ces mécanismes, on les connaît, mais comment les mettre en œuvre de manière opérationnelle et efficace, il y a encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Donc oui, c'est un domaine important, mais du fait de ces interrogations, que finalement les connaissances à la fois pratiques et scientifiques ne sont pas encore suffisamment avancées de mon point de vue, on les a pas inclus dans cette version du MOOC. Peut-être dans une autre version. Exactement, on va y travailler. Et enfin, il finit par une remarque qui débouche sur une question, donc je te la pose. Les techniciens du développement agricole sont souvent présentés dans les séquences précédentes comme de simples courroies de transmission de l'agrochimie. Ils sont rarement ou pas du tout interviewés dans la séquence 3. Pourtant, il faut noter qu'ils ont contribué au premier virage de l'agroécologie, par exemple en arboriculture fruitière, réalisé depuis une vingtaine d'années déjà. La réussite de l'agroécologie ne passe-t-elle pas aussi par eux? Entièrement d'accord. Donc ça, c'est vraiment une remarque très importante. Il est clair que le rôle joué par ces techniciens, par ceux qui accompagnent les agriculteurs, par certains experts, a été concrètement central dans l'agroécologie. C'est ça qui a décidé souvent de nombreux agriculteurs à faire le pas, beaucoup plus que des recherches scientifiques ou des évidences issues de la science en particulier. Donc là, l'agroécologie, elle s'est développée sur le terrain du fait de l'implication de l'agriculteur et de ces agents de développement, de ces techniciens qui étaient avec les agriculteurs et qui ont permis de généraliser, d'expertiser. Alors, en tout cas, ce n'était pas du tout notre intention de les faire apparaître comme de simples courroies de transmission, donc je relève la remarque et on va veiller à ce que ce ne soit pas le cas. Un autre aspect aussi, et qui va aussi dans une idée d'amélioration du MOOC, on est en train de travailler sur une nouvelle séquence du MOOC pour une version future, et donc ça, vous pourrez toujours vous réinscrire si cette question-là vous intéresse particulièrement, autour de la question de la transition agroécologique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui manque effectivement sans doute dans le MOOC aujourd'hui, c'est-à-dire comment organiser ces connaissances, cette activité, cette interaction entre agriculteurs, techniciens, généticiens, etc., différents acteurs de la filière pour permettre la transition agroécologique, y compris au niveau politique ou territorial. Donc c'est quelque chose qui sera développé beaucoup plus à fond dans une autre version, mais voilà, clairement, ces techniciens, alors, quand il dit ils sont rarement ou pas du tout interviewés dans la séquence 3, sur l'étude de cas élevage et l'étude de cas agroforesterie, effectivement, ils apparaissent et sont interviewés, mais voilà, on note bien cette remarque-là. Et on vous invite aussi, par rapport à ces remarques, on vous le dira, mais à répondre finalement au questionnaire d'évaluation qui sera en fin de MOOC pour qu'on puisse, à partir de ça, améliorer et faire en sorte que ce qui peut apparaître, si les techniciens effectivement tels qu'ils sont présentés apparaissent comme des courroies de transmission, c'est pas du tout de notre volonté et on améliorera ça. Et on a grand besoin de vos avis, quoi. On est suivi par bon nombre de jardiniers amateurs ou professionnels et qui ont des idées, des problématiques concrètes pour leur jardin. Et donc Nathalie Bessac, elle dit qu'elle a beaucoup de difficultés à garder ses déchets pour en faire une litière, car étant dans un pays tropical, il y a tout le temps des bêtes sur le sol. Comment procéder avec les feuilles contaminées? Par contre, elle mélange tous les légumes dans les plates-bandes. Dès qu'il y a une toute petite place, on met des plantules. Alternance, légumes, feuilles, légumineuses. Alors, oui, merci pour cette question. Alors, il y a plusieurs
plusieurs façons d'y répondre. La difficulté à garder mes déchets pour en faire une litière. Ça, en tant que jardinier, on est tous confrontés à cette difficulté-là. Se dire, par exemple, on désherbe. Est-ce que ces mauvaises herbes, je les enlève ou est-ce que je les laisse sur place pour faire une litière? Et ce qui était avant finalement un ennemi de ma culture devient un allié parce qu'elle est sur la litière. Alors, quand Nathalie dit qu'elle a du mal à garder ses déchets, est-ce que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est gardé parce que les bêtes qui sont sur le sol les mangent ou si c'est parce qu'elle préfère les enlever parce qu'elle ne veut pas contaminer sa parcelle. Donc, voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il est clair que quand on veut comme ça garder ses déchets pour en faire une litière, il faut bien peser les avantages et les inconvénients. Les avantages qu'on peut avoir, c'est d'avoir cette litière sur le sol. Ça peut être intéressant pour protéger le sol, notamment contre l'impact des pluies, donc pour éviter la battance, pour éviter l'érosion ou pour limiter l'érosion. Ça va être quelque chose de très intéressant. Ça va être aussi intéressant pour accumuler de la matière organique en surface. Et ça veut dire que la qualité du sol en surface va être améliorée grâce à la décomposition de la litière, alors que si on l'enlève, on perd de la matière organique. Donc il faut voir effectivement si dans la situation de Nathalie, il y a intérêt. Enfin, ces deux intérêts-là peuvent être bien, ou si elle est dans une situation où la matière organique est déjà très forte dans les sols et qu'il n'y a pas de problème d'érosion, à ce moment-là, on n'est pas obligé de garder la litière, effectivement. Et après, peser ça avec les inconvénients que ça peut avoir. Et premier inconvénient, qui est de dire, comme elle l'écrivait, comment procéder avec les feuilles contaminées. C'est-à-dire que la litière qui peut garder effectivement des formes de maladies ou de ravageurs qui peuvent après contaminer les cultures. Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, il vaut mieux avoir une action prophylaxique et éliminer de la litière toutes les feuilles contaminées pour éliminer la maladie et éliminer également toutes les adventices qui sont arrivées à graines. D'accord? Parce que si on arrache une adventice à graines, enfin, dont les graines sont mûres et peuvent se reproduire et qu'on la met en litière, on va avoir des tas de problèmes. Donc il faut trier dans la litière pour éviter ces feuilles contaminées et ces adventices dont les graines sont devenues matures. Et puis après, c'est vrai que quand on laisse une litière, on va favoriser la prolifération de différentes espèces. Et là aussi, peser, est-ce que cette prolifération est un atout ou un inconvénient pour moi? Et par exemple, en climat tempéré ou même tropical humide, une litière peut favoriser la prolifération des limaces. Quand on plante nos jeunes salades, il suffit de pas beaucoup de limaces pour que les plantules soient ravagées et qu'on puisse plus faire la culture de salade. Donc peut-être, par exemple, dans ce cas-là, qu'à un stade précoce de la salade, il vaut mieux pas mettre de litière. Et puis que sur d'autres cultures, ou un stade plus avancé de la salade, ou si on a des populations de limaces qui sont maîtrisées par des prédateurs de ces limaces, que sont les carabes ou d'autres espèces ou des oiseaux, à ce moment-là, on peut tolérer une litière sans que ça ait un impact sur la culture qui est en place. Et donc, à chaque fois, vous voyez, ça va être cet équilibre entre quel avantage, quel inconvénient j'ai à avoir une litière. La litière aussi, l'autre avantage, j'en ai pas parlé, ça peut être une économie par rapport à l'eau. C'est-à-dire que ça évite qu'il y ait trop d'évaporation et ça évite aussi que la température du sol monte trop en température. Et puis aussi, ça peut éviter qu'il y ait des semis d'adventices, si on en met que les adventices lèvent, pardon. Si on met une épaisseur suffisante, on peut comme ça contrôler la levée des mauvaises herbes sans avoir à passer des heures à les arracher ou à mettre des herbicides. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là, à la fois des avantages de la litière, des risques que ça peut poser, que va dépendre finalement le choix de dire je le fais ou je le fais pas. Et in fine, ce qui compte, je pense, dans une approche agroécologique du maraîchage, parce qu'il y a tellement de cultures, tellement de techniques possibles et de conditions dans lesquelles on peut les mettre, que la meilleure chose à faire, c'est d'expérimenter sur un petit coin. C'est-à-dire de dire, tiens, si je laisse un petit peu de litière là cette année, je regarde ce qui se passe. Est-ce que c'est différent par rapport à l'autre planche où j'ai pas mis de litière? Est-ce que mes tomates, mes salades poussent différemment? Est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que j'ai plus d'attaques de ravageurs? Et petit à petit, comme ça, en expérimentant, vous verrez si il vaut mieux garder la litière ou si ou modifier dans vos manières de faire. Je crois que comme nos mocasiens et mocasiennes, j'aurais besoin de conseils aussi.
Du coup, tu as répondu à une question qui est à peu près similaire sur la propagation néfaste des maladies de Gilles Barbe. Et il se pose également que est-ce que l'agroécologie, c'est plutôt sur les terres acides et l'apport de calcaire? Est-ce que l'agroécologie préconiserait plutôt un amendement calcaire ou le fait de rester avec une terre acide? Ou autrement, est-ce que je pourrais avoir une terre correctement structurée sans apport calcaire? Alors, c'est une question effectivement sur J.L. Bard est sur un contexte de terre acide. Enfin même, il dit mon terrain est hyperacide. Donc effectivement, voilà. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que l'apport d'humus à la longue sera suffisant ou est-ce qu'il faut qu'il aille vers des amendements calcaires? Alors là, j'ai envie de dire, c'est une question qui est en dehors de agroécologie ou pas agroécologie. C'est-à-dire que c'est pour l'agriculture au sens large. Effectivement, cultiver sur une terre acide peut poser des problèmes de structure, de comportement des plantes, y compris si c'est très acide, de disponibilité de certains nutriments. Voilà. Et après, il y a aussi une sensibilité des plantes plus ou moins grande à cultiver sur terre acide. Donc tout dépend de ça. Mais quel que soit le mode de culture, effectivement, l'amendement calcaire peut permettre de corriger ce problème-là et d'avoir des terres qui soient plus fertiles si l'acidité est un problème par rapport à la fertilité des terres. Alors, avec une petite remarque quand même sur l'aspect agroécologie et en lien finalement avec ce qu'on disait juste avant sur la question de la litière. Il a été montré que la décomposition de la litière en surface, dans cette décomposition, il y a un stade de création, enfin de décomposition en acide humique, donc qui vont se libérer, qui sont des substances intéressantes et qui vont améliorer la fertilité du sol, mais qui vont aussi avoir tendance à acidifier un petit peu le sol. Et que de ce point de vue-là, l'apport d'humus ou l'apport d'une litière peut être un facteur qui aggrave encore le côté acide des sols, notamment en surface des sols. Et dans certains cas, notamment d'agroécologie, je pense notamment à des techniques sans travail du sol, où la litière s'accumulait en surface, telle qu'on a pu l'observer par exemple au Brésil ou dans des zones tropicales, où les sols étaient acides, et on voyait que le fait de laisser accumuler, effectivement, de laisser la matière organique en surface, acidifiait encore le sol et pouvait poser du coup problème. Donc dans ce cadre-là, effectivement, un chaulage ou l'apport de calcaire peut corriger ce problème et est une solution très, très intéressante. Alors, une autre question qui est posée par Lithia à propos de... Elle a du trèfle dans son potager, et donc c'est une jardinière amatrice. Et je sais que le trèfle est un engrais vert et je vais dans les prochains jours le couper et l'enfouir dans ce but. Mais le problème est qu'il est devenu un nuisible au printemps car il a empêché la totalité, et elle souligne bien le mot totalité, de mes semences de légumes, feuilles de pousser. Amarantes, salades diverses, etc. La présence de cette plante en si grand nombre signifie tel que mon sol est particulièrement pauvre. Comment faire pour en faire un allié et minimiser son impact au détriment de mes plantations? Alors, effectivement, ça c'est quand les alliés nous échappent. C'est une question très, très intéressante. Je disais tout à l'heure, on peut effectivement, en arrachant des adventices et en les mettant au sol, faire de ces ennemis des cultures, en faire des alliés à travers le mulch. Et puis là, on a un allié potentiel qui est ce trèfle. Alors c'est un trèfle qui fait des petits bulbes, d'après ce qu'elle dit, voilà, c'est un trèfle qui fait des petits bulbes, mais je ne sais pas l'identifier. Et si effectivement, ce trèfle qui peut être intéressant, parce que c'est une légumineuse, il peut fixer de l'azote, il peut apporter ça de manière intéressante. S'il a empêché la totalité de ces semences de légumes de pousser, c'est clair que c'est devenu une adventice d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois, c'est la difficulté de dire on va utiliser des plantes de service, c'est-à-dire qu'on les utilise par rapport à un objectif précis, qui est de dire ce trèfle, il va fixer de l'azote, on peut l'utiliser, l'implanter, et puis s'il nous échappe, ce trèfle, il peut aussi étouffer une plantule. Et ça, c'est pas le service qu'on attendait de lui. Et donc, il faut effectivement faire attention à ces cas de figure où un allié devient un ennemi, entre guillemets, par rapport à l'objectif de production que l'on a. Alors, les conseils que j'aurais à apporter à Lithia, c'est d'une part de voir est-ce que le trèfle est l'allié qui est le plus intéressant ou pas.
dans le cadre de son potager. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça va être un allié par rapport à l'azote, d'accord? Mais s'il y a déjà, par exemple, beaucoup de compost, beaucoup d'humus qui sont apportés dans le potager, il y a peut-être déjà trop d'azote par rapport aux quantités nécessaires. Donc peut-être que d'avoir une plante, une légumineuse, et peut-être pas forcément ce qui est de plus intéressant, et même peut-être une graminée qui va aller puiser l'azote en profondeur et le remonter en surface, qui va faire beaucoup de biomasse et beaucoup de matière organique, et va étouffer les adventices, peut être quelque chose de plus intéressant. Donc il faut se renseigner comme ça sur les fonctions des différentes plantes et savoir dans sa situation particulière laquelle va être la plus intéressante. Mais en tout cas, il apparaît que ce trèfle n'est pas intéressant, ce trèfle bulbeux, parce qu'il prolifère trop et qu'il est hors de contrôle. Et évidemment, un allié qui est hors de contrôle, c'est comme les gremlins, vous savez, ça se multiplie et ça devient un peu problématique. Donc après, je pense que par rapport au trèfle, il y a plusieurs possibilités finalement. C'est soit on veut le conserver, c'est-à-dire que finalement, Lithia dit si ça m'intéresse de l'avoir parce que l'azote, etc. Et à ce moment-là, il faut apprendre à le maîtriser. Donc ça peut être effectivement au printemps de pouvoir le détruire régulièrement pour qu'il évite d'étouffer les plantules, et détruire par voie mécanique ou par voie chimique. Dans certains cas aussi, certains agriculteurs, par exemple, utilisent des herbicides à très faible dose qui vont ralentir le trèfle et permettre, par exemple, à la plante associée de passer par-dessus et de dominer ce trèfle-là et de ne pas avoir à subir trop la concurrence du trèfle. Donc voilà, donc savoir comment contrôler ce trèfle par voie mécanique ou par voie chimique. Ou alors, finalement, si elle se dit c'est bien une légumineuse qu'il me faut, remplacer ce trèfle par une autre légumineuse qui sera plus facile à contrôler, que ce soit notamment qui prolifère moins ou qui exerce moins de compétition sur les salades, les amarantes et aroches. L'autre solution est de se dire mettre en place une autre plante de couverture qui ne soit pas du trèfle et qui va très compétitive par rapport au trèfle. On la laisse se mettre en place pendant un cycle et qui va étouffer le trèfle, et une plante que l'on peut mieux maîtriser. Donc il y a toujours cette question-là de se dire ces solutions fondées sur la valorisation de processus écologiques, pour les mettre en place, on va utiliser des alliés qui sont des plantes, des animaux, etc., donc des éléments naturels. Et ces alliés-là, ils peuvent être compliqués à gérer. Et donc il faut choisir les alliés qui soient les plus simples à gérer et ceux dont les apports positifs soient supérieurs aux risques qu'ils peuvent potentiellement occasionner. Tu aurais quelques exemples à nous faire part? Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre comme allié, par exemple? Comme allié, alors ça va être difficile parce qu'il faut, un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que ça va être difficile de voir si les légumineuses sont vraiment indispensables ou pas. Moi, tel que je le vois, par exemple, une graminée peut, surtout par exemple, s'il y a beaucoup d'azote dans le sol, une graminée peut être intéressante. S'il y a une prolifération de trèfle, c'est peut-être parce c'est peut-être qu'effectivement le sol est pauvre en azote et que ça donne un avantage concurrentiel au trèfle qui est très important. Peut-être qu'une façon à ce moment-là de lutter contre les trèfles, c'est d'apporter plus d'azote. Tu vois, par exemple, en apportant plus de compost ou plus de matières azotées qui vont se minéraliser, à ce moment-là, le trèfle aura moins d'avantages concurrentiels du fait qu'il est une légumineuse qui peut prendre l'azote de l'air. Et les salades, les amarantes, etc., qui sont des plantes qui dépendent de l'azote minéral du sol, vont avoir plus d'avantages concurrentiels sur le trèfle. Donc on peut jouer également effectivement sur cet équilibre entre plantes en apportant un peu plus d'azote à travers des amendements organiques, par exemple. Très bien. Alors, on a une question juste derrière qui est de O-Cabanès sur la rotation et les auxiliaires. Donc, est-ce que la rotation culturale doit permettre d'éviter la propagation, installation des ravageurs et les maladies qui ne produisent pas le même effet sur les potentiels auxiliaires de ces ravageurs? Est-ce que sont durables dans le temps au point de vue des ressources alimentaires? En d'autres termes, doit-on tendre vers l'équilibre écologique sans trop de perturbations? Et finalement, l'attraction des auxiliaires et donc la création d'un équilibre auxiliaire-ravageur n'est pas principalement adaptée aux cultures pérennes? Alors,
Effectivement, donc ça, ce fait de dire si on veut jouer sur la rotation, donc la diversité temporelle, et ou l'association de cultures pour éviter la propagation des maladies et des ravageurs, est-ce qu'on ça ne va pas non plus empêcher la propagation des auxiliaires par rapport à ça? Et que cet équilibre écologique, est-ce qu'on doit tendre ou pas? Alors, par rapport à ça, ce sur quoi on joue, en fait, c'est que les stratégies de reproduction et de développement des organismes sont souvent différentes entre les ravageurs, donc qui sont souvent des phytophages, des consommateurs primaires, et les auxiliaires, qui sont des prédateurs de ces phytophages. En dynamique des populations, on dit qu'il y a des stratégies R et des stratégies K. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu ces théories-là de dynamique des populations. L'idée sur la base est de dire, souvent, les ravageurs, leur caractéristique, c'est d'être assez sensibles. Enfin, quand leur ressource n'est plus là, ils disparaissent. Mais quand elle est là, ils s'installent et ils se reproduisent très très vite. Alors que les auxiliaires sont souvent, enfin pour beaucoup d'entre eux, ils seront polyphages, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une prédation sur plusieurs ravageurs. Et donc, les dynamiques des populations sont plus tamponnées, c'est-à-dire qu'ils disparaissent jamais complètement, mais il n'y a jamais des pullulations comme on peut avoir des pullulations de pucerons ou de trips ou d'aleurodes, par exemple, qui vont beaucoup plus rapidement. Et donc, finalement, si on lutte contre les ravageurs, on ne lutte pas forcément contre les auxiliaires, parce qu'ils ont des stratégies différentes. Et par exemple, on va travailler par exemple sur les auxiliaires, sur avoir des zones refuges ou des zones d'alimentation possibles quand ils n'ont pas le ravageur sur le culture, qui permet de les maintenir dans un milieu naturel. Et même en l'absence de ravageurs, les auxiliaires vont être présents grâce à ces stratégies ou grâce à l'existence d'autres ressources trophiques que ces ravageurs-là. Mais dès que les ravageurs arrivent, le fait qu'il y ait quelques auxiliaires déjà présents peut changer la donne, parce que ça va permettre de limiter la population de ravageurs au début de la pullulation et pas au moment où la pullulation a déjà fait des effets sur le système. Et donc, cette attraction, finalement, ce travail un peu fin sur la dynamique des populations et faire en sorte que mes ravageurs ne pullulent pas, etc., s'adapte tout à fait aux cultures maraîchères aussi, pas simplement aux cultures pérennes, sachant que la culture maraîchère doit être vue pas simplement à la parcelle, mais également à la parcelle et les alentours de parcelles. Et il peut y avoir autour des parcelles maraîchères des éléments plus pérennes, que sont des haies ou même des couverts herbacés, qui peuvent protéger des auxiliaires et qui, pour autant, vont être intéressants par rapport au maraîchage. Donc voilà, cet équilibre auxiliaire-ravageur, et là aussi, c'est un élément complexe. Par rapport à ça, je peux vous renvoyer à l'autre module sur lequel a été construit ce cours, qui est le module IBAR sur insectes invasifs et lutte biologique contre les insectes invasifs. Donc là, vous aurez beaucoup plus d'éléments qui développent ce que je dis à l'instant. Qui pourront avoir accès avec notre future plateforme agroécologie. Une question très intéressante, et je pense que beaucoup de Moukasiens sont dans ce cas-là. En ville, on a de plus en plus de personnes qui ont accès à des jardins partagés ou ouvriers. Et en fait, la surface qui est cultivée en est assez réduite. Et est-ce qu'on peut réellement faire de l'agroécologie? Est-ce que c'est vraiment applicable dans ces jardins partagés? Alors la réponse est oui, sans aucun doute. Aujourd'hui, l'agriculture qu'on appelle l'agriculture urbaine ou périurbaine est un lieu d'expérimentation agroécologique absolument fabuleux. C'est-à-dire que, alors pour plein de raisons, on mène des études là-dessus, notamment à l'unité de recherche et innovation à laquelle j'appartiens. Mais c'est clair que dans ces lieux-là vivent une créativité, une mixité finalement de différents points de vue, des contraintes qui vont être très fortes avec des faibles surfaces, qui fait que l'on trouve une créativité et une imagination de, par exemple, associer maraîchage, petits élevages, mettre des ruches autour de ça, tout un travail sur la permaculture et sur le travail sur le sol, qui est extrêmement intéressant et qui est très bien adapté
à ces formes d'agriculture. Et même, je vais aller jusqu'à l'agriculture urbaine. Là, la semaine dernière, on avait deux soutenances de mémoire d'étudiants. L'un qui avait fait son stage à Antananarive sur l'agriculture urbaine, où dans les milieux, dans les zones les plus pauvres et les plus défavorisées effectivement de la capitale de Madagascar, on développe des systèmes maraîchers que les habitants peuvent mettre en place dans leurs cours, dans les petits recoins, dans les petites ruelles qui sont pas utilisées. Et c'est des systèmes sur lesquels, voilà, qui sont, alors c'est des grands conteneurs, des grands sacs de riz qui sont percés, ou des bidons plastiques dans lesquels on met du compost et on met des graines maraîchères et des plants maraîchers, et fondés sur notamment l'association d'espèces. C'est-à-dire qu'on montre que ça marche bien grâce à l'association d'espèces maraîchères, à l'utilisation de compost, etc., qui sont vraiment des principes agro-maraîchers, agroécologiques. Et puis l'autre exemple, c'était là sur l'agriculture urbaine à Paris, donc qui est un autre exemple où l'étoile, l'hôtel Pullman ou d'autres, voilà, on en parle dans la presse, donc on change complètement de contexte. Mais là aussi, on voit que ce sont des lieux de mise en œuvre de pratiques agroécologiques, avec l'installation de ruches, avec des rotations des associations, l'usage de compost, qui sont extrêmement fouillés et qui surtout voilà, permettent beaucoup de créativité. Et on le voit également autour de Montpellier, ces jardins paysans, ces jardins ouvriers, je veux dire, et ces jardins familiaux sont extrêmement intéressants pour développer ces pratiques agroécologiques. Et je pense que, peut-être pour finir, le fait qu'on ait eu beaucoup de questions, finalement, dans cette partie maraîchage, dans cette situation de mise en œuvre maraîchage, illustre bien que le maraîchage est un domaine très intéressant pour l'agroécologie, parce que beaucoup d'entre nous peuvent en faire un petit peu sur leur balcon, sur avoir un bac à compost avec 3 vers de terre, ça peut se faire en appartement, etc., ou dans son jardin, ou dans des zones plus larges. Et c'est un lieu d'expérimentation et d'innovation autour de l'agroécologie, et un lieu également où l'agroécologie va jusqu'à l'alimentation, parce qu'on mange ces légumes, on voit s'ils ont un goût différent, on voit s'ils poussent différemment, et donc ça montre bien effectivement en quoi le maraîchage peut être une ressource clé pour la mise en œuvre et pour l'évolution vers l'agroécologie. Très bien, nous arrivons à la fin de ce live. On n'a pas pu répondre, désolé, à toutes vos questions. Stéphane, tu te chargeras de répondre sur les forums, notamment en direct. On a eu VTG qui nous a posé une question sur la gestion de l'eau. Il vous répondra sur le forum. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ce MOOC agroécologie.